Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom avec nous, nos éditorialistes Lucien Pambou, Nadia Lamarpi et puis également notre invité Peter Iriaka. Je rappelle que vous êtes entrepreneur nigérian. Sans plus attendre, notre dossier du jour. Le secteur agricole nigérian a pâti de la découverte du pétrole dans le delta du Niger dans les années 50. Alors que 60% de la population nigérienne dépend de l'agriculture, le secteur primaire ne représente que 30% du PIB nigérian. Un taux qui s'améliore toutefois, car il y a 10 ans, il ne représentait que 24%. Quelles sont les mesures qui sont mises en place par les autorités pour dynamiser le secteur? Élément de réponse avec ce reportage de notre envoyé spécial au Nigeria, Franck Nudofina. Les années qui ont suivi la découverte et l'exploitation du pétrole n'ont pas été favorables à l'agriculture au Nigeria. Le potentiel agricole du plus grand pays d'Afrique de l'Ouest est considérable, mais beaucoup d'analystes estiment qu'il n'est pas suffisamment exploité. Le pétrole est demeuré le produit de base de l'économie et le moteur de la croissance. Le secteur agricole essaye aujourd'hui de reprendre ses lettres de noblesse. Il n'y a pas d'endroit au Nigeria où on ne trouve de culture vivrière qui pousse bien, même sans engrais, partout dans les villes et dans les villages. Mais par simple quête de gains et pour se faire de l'argent rapidement, chaque gouvernement a donné priorité au gaz et au pétrole. Je pourrais vous parler du cacao à l'est ou du coton. Toutes ces productions ont chuté à cause de la négligence des gouvernements fédéraux. Il faut revoir les politiques agricoles. Que faut-il aujourd'hui faire pour valoriser le secteur agricole ? Les acteurs du secteur estiment qu'une plus grande transformation et la poursuite du processus de mécanisation de l'agriculture pourrait être la réponse à cette question. Avant, nous produisions suffisamment pour la consommation locale. Et puis à un moment, tout le monde s'est tourné vers le pétrole. Nous sommes alors devenus importateurs de riz. Et à ce jour, en moyenne, nous importons 1 milliard de naira de riz. Nous devrions revenir à la valorisation des cultures vivrières. Cela créerait de l'emploi pour les jeunes et de la main-d'œuvre pour les champs. En 2011, le gouvernement nigérien a lancé le programme de transformation agricole. Ce programme devrait permettre de produire 20 millions de tonnes de cultures vivrières supplémentaires d'ici 2015. L'autre politique mise en place est l'élaboration de la base de données des acteurs du secteur agricole. Ils ont procédé au recensement des planteurs. Il y a de cela 6 ou 7 mois que les planteurs ont été recensés dans tout le pays, y compris dans l'état d'Ogun. Ils ont donc ces données avec eux. Ils vont donc, dans la base de données, sélectionner le planteur avec ses coordonnées. Ensuite, ils lui envoient un texte pour l'informer de la disponibilité d'engrais ou d'autres matériaux nécessaires. Avec le système d'enregistrement mis en place par l'État, les agriculteurs bénéficient de soutien financier et d'une valorisation de leurs activités. Les produits, une fois sortis de terre, sont transformés et grâce aux diverses coopératives que l'on retrouve un peu partout dans le pays, l'écoulement des produits est plus rapide et plus aisé. Tous ces produits que vous voyez, nous les avons tous achetés. On les achète auprès des producteurs. Nous ne cultivons pas la terre, nous achetons et nous revendons. Le Nigeria est un grand pays, c'est indéniable. Mais il n'arrive pas à produire suffisamment pour s'assurer une autosuffisance alimentaire. Ce sont les pays comme le Bénin, le Togo ou encore le Ghana qui viennent parfois à la rescousse. L'État veut aujourd'hui remédier à cela en intensifiant la production agricole et la transformation locale des produits. Nous importons du riz et c'est un constat amer à faire. Mais avec les nouvelles directives, le gouvernement fédéral de Lagos veut faire de la production de riz une priorité avec des résultats possibles à atteindre. En moins de 2 ans, 14 nouvelles usines de riz ont été créées. Sur la base du programme de transformation agricole mis en place par l'État nigérian, 3,5 millions d'emplois directs devraient être créés à l'horizon 2015. Un espoir pour les jeunes pour qui le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire pourrait aujourd'hui représenter une solution dans la lutte contre le chômage. Les défis sont là, bien réels. Ils ont toujours été là. L'objectif du gouvernement est de produire afin de réduire. Les défis sont toujours présents, mais la priorité du moment, c'est la question du financement. Le gouvernement a fait un prêt de 200 milliards de naira aux agriculteurs. Il y a des procédures à suivre pour bénéficier de ces prêts. Les agriculteurs vont donc voir l'organisme de finance, ils obtiennent leurs prêts et se mettent au travail.
C'est un peu cela la nouveauté. En matière agricole, le Nigeria fait partie des pays africains dont les ressources demeurent les plus importantes. 84 millions de terres arables, la présence de 2 des plus grands fleuves d'Afrique et une main-d'œuvre très importante vu la taille de la population. L'objectif principal est maintenant de réduire les importations afin de devenir le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Alors Peter Eriaka, vous êtes originaire de l'Est du Nigeria, donc, qui est une région connue pour la production d'huile de palme, c'est bien ça ? Exactement. Alors d'après l'homme d'affaires nigérian, donc Aliko Dangote, le secteur de l'agriculture pourrait occuper jusqu'à 70% de la main-d'œuvre nigérienne si on lui en donnait les moyens. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je suis d'accord, mais souvent on cite le pétrole comme la cause principale. La découverte du pétrole. Non, il y a le pétrole. Mais même ceux qui ont parlé à la télé, ils oublient un élément qui était très grave. Le Nigeria était champion de 1962 à 68. 68, c'est quoi? La guerre du Biafra, la sécession. Donc, la guerre du Biafra a poussé, que ce soit au nord, qui est agricole, les forces vives du pays à s'engager militairement, l'armée. À l'Est, qui est sécessionniste, à s'engager totalement à l'armée. Donc, qui dit engagé, plus blocus, crise alimentaire, même les coopératives agricoles abandonnées et les réfugiés vivent de ça, exploitent et puis personne ne cultive. Au nord, c'était pareil. Donc, il y a eu ça, plus les booms pétroliers qui a suivi la fin de la guerre du Biafra. Donc, urbanisation, émigration vers la ville, et puis la création des États. Parce que la multiplication des États de 12 qui a été créée pendant la crise politique, guerre du Biafra, il y a eu la création... Les fédérations, donc, c'est ça. La fédération, des 12 États, des 24 États en tout. De 12 à 12 encore, ça fait 24. Donc, nouvelle capitale, nouvelles infrastructures, demande des cadres, et les gens, même les militaires, ceux qui ont fait l'armée, ils ne vont pas retourner un village, ils vont vivre en ville. Donc la multiplication d'États, et puis on s'est trouvé avec 36 États, nouvelle capitale, nouvel cadre, et puis il y a eu des licenciements massifs de 26 000 fonctionnaires que l'État fédéral a demandé de rentrer dans leur État. Avec quelle infrastructure? Donc, c'est la décentralisation qui a été mal opérée, c'est ce que vous voulez dire? Oui, c'était bien, mais c'est amoncellement. Il y avait une stratégie politique. Casser certains groupes, comme l'Est, pour éviter les regroupements ethniques, tribaux et autres. Mais c'est que derrière, ils ne voient pas les problèmes économiques qui affectent l'agriculture. Parce que les gens se fonctionnalisent. Et puis, il y a eu l'augmentation des salaires de Godji, qui a triplé les salaires, doublé les salaires. Les gens ont gagné des salaires. Alors, pourquoi aller dans l'agriculture? Donc, les booms pétroliers, les gens ont de l'argent facile, ils lisent la presse internationale, ont commencé à emporter. Alors, il y a également la question de la corruption qui est pointée oui, la spéculation. La spéculation, parce que ce qui dit, je m'en souviens quand j'étais jeune, a little farm of your own means small food for the nation, c'est-à-dire des petites planteurs femmes, que ce soit comme les jardins des ouvriers. Et c'est en production, si on rassemble tout, ça fait beaucoup pour le pays. Ou Operation Feed the Nation. Les mêmes qui tiennent ce discours, c'est souvent leurs amis qui sont au ministère ou leurs femmes qui sont des importateurs. Et puis, ils créent des pactoles qu'ils vont utiliser plus tard comme politiciens. Et dès qu'ils quittent le pouvoir, ils deviennent des grands fermiers. On l'a vu avec le président Obasanjo. Ils deviennent des grands fermiers. Donc, c'est un problème qu'on connaît. C'est tout ça qui a affecté l'agriculture. Le pétrole était utilisé comme un instrument. Non. Il y a 3 éléments qui ont frappé le secteur agricole. 1, la guerre du Biafra, parce que le pétrole était rudimentaire, ce n'était pas important. On savait qu'il y en a, mais ce n'était pas les premières choses. La guerre du Biafra, l'essor du pétrole et la fonctionnalisation de la population force vive du Nigeria. Je me souviens que le Nigeria, et puis
le secteur du bâtiment, la oui, construction. Justement, c'est pas à cause de cette faiblesse quelque part des salaires, en tout cas dans l'agriculture, qui fait que qui a donné cet exode rural quelque part, notamment de les populations rurales dans le secteur de la construction qui payait mieux, en tout cas dans les années 70. Oui, mais l'agriculture a toujours été subsistance dans une grande partie, sauf quelques grandes coopératives qui existaient. Et puis, il y avait les cocoa boards, le cotton board, les palm oil board. Le Nigeria produisait 47% d'arachide avant. Et je crois que c'était 18% de cacao. Était devant la Malaisie et l'Indonésie. Je m'en souviens une histoire que j'ai lue, que les Malaisiens sont venus prendre des semences au Nigeria. Parce que l'Institut de recherche d'agriculture tropicale est basé à Ibadan. Donc, nous, on bénéficiait de ça. Donc, il y a eu tout ça avec la fonctionnalisation et puis l'urbanisation galopante, comme à Lagos, et puis l'arrivée massive des pays étrangers aussi. Il y a une migration, la frontière est poreuse. Tout ça a créé une situation de sorte de désordre. On a négligé l'agriculture, c'est vrai. Le riz n'est pas un repas traditionnel du quotidien, c'est que les dimanches et jours de fête. Mais il parle de riz. C'est pas tout le monde qui mange des riz tous les jours. C'est l'Asie, et l'Inde, on a dit l'Asie la grande Asie, qui mange le riz. Comme nous, c'est le manioc, et l'igname, et les taros, et les bananes, et différentes variétés de bananes. Donc, c'était pas le riz. Maintenant, on parle de riz. Alors, il y a également un problème quelque part, puisque l'État est en théorie propriétaire de toutes les terres agricoles et les agriculteurs n'ont qu'un droit d'exploitation finalement de ces terres. Est-ce que c'est pas cette situation également qui est responsable? Parce que quand on a l'usufruit d'une terre, on n'a peut-être pas éventuellement l'envie d'investir pour les générations futures. Quand on a que l'usufruit. C'est la population, c'est les gens, les familles qui ont la terre. Hein? On hérite la terre de ses ancêtres. Mais ça appartient à la grande Manitou, c'est l'État nigérien, s'il y a pétrole, gaz ou diamant. Hein? Mais sinon, ils vous laissent tranquille. Mais on pouvait toujours acheter des grandes propriétés. La partie plus agricole au Nigeria, c'est le nord. C'est le nord qui nourrit le Nigeria. Les autres pratiquent de l'agriculture intensive ou... comment on appelle ça? Extensive. Non, domestique, c'est-à-dire... Vivrière. Vivrière, voilà. Donc, des brûlis au sud. Tandis qu'au nord, c'est extensif. Le Niger, il y avait à un moment, les tomates bruissaient. Un des grands bénéficiaires des tomates au Niger, c'est Cadbury's. Cadbury's Nigerian Limited, c'est eux qui faisaient tomate pep, les sauces tomates. On exportait partout. Donc, cette agriculture intensive au nord a bénéficié des riches propriétaires, des riches millionnaires et des riches politiciens. Mais aujourd'hui, il y a un constat. Le constat est fait que nous avons... la diagnostic est faite au Niger, qu'il y a un problème, on ne va plus aller retourner sur ça. Trouver une solution. La solution, c'est agriculture commerciale. Voilà. Agriculture commerciale... Donc, vous voulez dire une industrialisation du secteur agricole? Agricole, pour éviter, pour produire, pour assurer en sécurité alimentaire, passer du champ à transformation et jusqu'à la table, que ce soit nigérien. Mais alors, il faut des moyens pour ça. Parce que oui, l'État fait. L'État ouais. coopère. On est fédéral. Les États peuvent coopérer avec le Japon, l'Asie, en matière de formation, en matière d'apport technique. Mais les subventions financières viennent de l'État fédéral. Les banques d'agriculture existent, les banques d'industrie pour tout ce qui est process. Donc, ils ont parlé de enhancement growth, c'est-à-dire pour la meilleure productivité. Et puis, il y a des crop procession zones, c'est-à-dire ils vont créer 14 zones dans la nation, qui ont créé des villes, villes agricoles, avec logement pour les personnes choisies, des infrastructures, routes et tout. Logistique, parce que l'agriculture aussi, c'est la logistique, c'est les transports. Voilà. Donc, il y a l'électricité, il y a la santé. Donc, ils vont créer des zones de transformation. Le jeune, il a dit, on achète ce qu'on vend, on achète, on ne produit pas. Donc, il y a des farines que j'achète en France, ici, à Lyon. C'est farine d'igname et d'amidon de manioc. Il y a aussi le pain au Nigeria, qui est fabriqué, on mange du pain à partir de manioc, avec quelques ajouts. Oui, c'est fait par des chercheurs nigériens, avec des mélanges avec des farines de blé. Ouais. Ah oui, c'est très connu. Ils vont le faire en chips. Donc,
ne plus être voilà, dépendant. Donc il y a toute une industrie qui est en train de se, voilà. de se construire autour des produits nigérians. Voilà, ils veulent, le ministre qui faisait partie des fondations Rockefeller avant, et qui a été désigné comme des 17 leaders potentiels par Ban Ki-moon. Et c'est un type qui s'est engagé, il connaît bien son dossier, il travaille très bien en collaboration avec Madame la ministre de la Finance. Donc, lui, il est partout. Il encourage les États de subventionner des agriculteurs. Il y a beaucoup qui est fait. Et puis maintenant, le système électronique, comme le monsieur a dit, parce que grâce à ce ministre de l'économie, il a éradiqué les corruptions dans les domaines de distribution des semences et des engrais. Donc, éradiquer, c'est peut-être un grand mot, non? Oui, c'est la corruption, parce que c'est privatisé maintenant. Il y a des zones de location des tracteurs aussi, vous louez, et vous retournez, c'est comme vous louez de vélo. Donc c'est privatisé pour éviter la corruption, pour éviter la malversation et c'est pas le népotisme, c'est le favoritisme. Voilà. Donc, on voit quelque part, Lucien, que le secteur agricole, en tout cas que les autorités essayent de trouver une solution pour dynamiser un petit peu l'agriculture, pour essayer de faire en sorte que la population revienne un petit peu autour de ce secteur, dans le secteur primaire tout simplement. Oui, Khadija, le modèle tel qu'il a été présenté, il faut remercier M. Peter Ariaka parce qu'il a tout dit globalement. Vous voyez, c'est un modèle intéressant pour l'Afrique parce que le Nigeria, effectivement, de ce point de vue-là, avec ses dimensions, avec ses potentialités, montre à la fois un contexte, des outils, des politiques. Sur le plan agricole, qu'est-ce qui manque finalement? On pourrait dire, mais qu'est-ce qui manque? Parce que on ne peut pas dire que le Nigeria n'ait pas pensé à tous ces éléments-là. Après la crise sur la faim, il y a eu des politiques sur comment nourrir les Nigérians, bien entendu, comment intégrer le Nigeria, dans la politique de l'ECOWAS par rapport à l'intégration régionale au niveau de l'agriculture, par rapport à la politique de développement agricole du NEPAD. Donc les outils existent. Je pense que le problème, et M. Peter Ariaka a plus ou moins mis ça en avant, un des problèmes majeurs, c'est le problème de coordination et d'organisation. Je crois que ça, c'est un élément important, mais ça traverse le Nigeria, c'est toute l'Afrique. C'est le problème de coordination et d'organisation. Coordination entre qui et qui? Il a plus ou moins esquissé les réponses. Nous sommes dans un État fédéral. Donc il faut qu'il y ait une coordination, en effet, de l'amont jusqu'à l'aval. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est le problème des filières, dans l'aval des filières, le problème de la transformation. Le troisième problème, c'est comment, en effet, on réintègre les villages, les femmes, les étudiants dans la production agricole. Et comment on arbitre, quatrième élément, comment on arbitre, M. Peter Ariaka a mis l'accent sur l'agriculture industrielle. C'est vrai, mais il y a aussi l'agriculture vivrière. Donc il y a un faisceau, effectivement, d'éléments. Ce qu'il faut, c'est pas simplement la volonté politique. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, et ça il faut le dire, les méthodes, l'organisation et les connaissances. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument important. Alors, M. Peter Ariaka a parlé justement de la recherche nigériane qui est très avancée dans le secteur agricole. Bien sûr, Khadija. Donc, on voit bien que les Africains ont chez eux les éléments qui leur permettent de travailler. Il a pris un exemple absolument remarquable sur le fait que dès lors qu'il y a eu le pétrole, les gens sont partis à la ville, se sont urbanisés, ont eu des salaires élevés, l'agriculture a été abandonnée. Et l'effet pervers de cette politique-là, c'est qu'on s'est mis à importer du riz, alors que traditionnellement, comme vous l'avez dit, les gens mangent le manioc. Donc c'est un changement quelque part également de mentalité et de culture. Et ça, c'est grave. Et il faut donc, là, le 30 et le 31, l'Union africaine, les chefs d'État vont discuter à Addis Abeba sur la politique agricole. Je me demande de quoi discutent-ils. Je crois qu'il faut qu'ils sortent des discours, il faut moderniser l'agriculture, il faut développer l'économie par l'agriculture et qu'ils s'appuient plutôt sur des cas très concrets, comme le cas nigérian et d'autres. Je crois que c'est ce qui manque à nos dirigeants.
Juste pour revenir, et j'appuie pour le coup ce qui a été dit, la FAO en fait a lancé quelques programmes intéressants et ceux qui ont eu le plus de succès, c'était ceux qui étaient basés sur les communautés locales. En fait, l'idée c'était non pas de venir avec un programme et de leur expliquer comment faire pour améliorer la productivité, mais voir comment eux déjà ils travaillent et essayer par leur activité à eux juste d'organiser et de rationaliser les choses. Et c'est des programmes qui ont très bien fonctionné. Ceux basés sur les savoirs et les savoir-faire des communautés. Peut-être qu'il faudrait revenir à ça, repartir sur les communautés qui sont déjà implantées et qui savent déjà utiliser les richesses de leur territoire et de leur terroir et valoriser ces richesses-là beaucoup plus qu'on le fait. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup à partir de peu, en fait, contrairement à ce qu'on croit. Et là, je reviens à votre dicton tout à l'heure sur les petites rivières les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Au fond, on en est là aujourd'hui. Si on veut qu'une politique agricole fonctionne, il faut certes y mettre les moyens, et ça c'est une évidence. Mais il faut aussi pouvoir être à l'écoute des communautés locales et comprendre le mode de fonctionnement de leur agriculture qui sont souvent d'un pragmatisme incroyable et qui sont très productives. Mais est-ce que c'est pas déjà fait au Nigeria? Parce que vous avez parlé quand même qu'il y a des chefferies traditionnelles qui s'occupent en général de... Oui, avant, mais il y a la constatation qui se fait, parce que nous, on est des sens rurales. Sauf qu'il y a eu quelques villes avant l'arrivée des colons. On a trouvé quelques royaumes qui existent en Afrique, parce qu'on dit qu'en Afrique, il n'y a pas de villes, il y avait des villes. Dans les grands royaumes comme Ifé, Ibadan et autres. Mais ce qui se passe, il y a constatation, parce qu'au niveau local, actuellement, ils ne veulent plus voir l'agriculture comme source de développement. Ils le voient comme une activité économique pour sortir des gens de l'ONU, qu'ils aient leur place dans la société, dans le pays. Ce n'est pas seulement, parce qu'il ne peut pas faire l'agriculture en décrétant d'en haut, non, il y a une constatation. Il y a parce qu'on a des festivals d'igname, par exemple, où chacun vient présenter son igname, il y a c'est comme chez les Kanaks. Tout le monde vient présenter son igname, le chef, le roi vient bénir et tout. Donc c'est très important, on ne peut pas faire, parce que nous tous, on est issus du milieu rural. Même le gouverneur militaire avec son chef d'état-major de l'armée, il sait qu'il a un village d'où il vient. Donc c'est très important. On ne peut pas exclure ces gens. Il y a la constatation parce que les politiques, les programmes qu'ils ont fait, les projets sous les crop processing zones, ils l'ont fait en constatation avec des gens de l'FAO, avec les Nigériens aussi, et puis il y a une autre étape, c'est le financement des process industriels, des transformations. Parce que ce n'est plus la banque d'agriculture, c'est la banque d'industrie qui entre. Donc l'État débloque. Maintenant, ils ont privatisé la plupart de ces processus pour éviter la corruption. D'où l'importance de l'électronique. Ils reçoivent, pour aller chercher l'engrais ou aller louer son tracteur, ils reçoivent des factures sur... Oui, il n'y a plus d'intermédiaire. Il y a une trace et donc une transparence. Exactement. Alors on va mettre fin à ce débat. Je vais vous rappeler les principaux titres de l'actualité africaine à retenir. Commémoration des 3 ans de la révolution tunisienne, 3 ans depuis la chute du régime autocratique de Zine El Abidine Ben Ali. Le bilan est mitigé, la constitution n'a pas encore été finalisée, l'économie tunisienne est au plus mal et le pays traverse une profonde crise sociale due aux mauvais chiffres du chômage et à une inflation galopante. En Guinée, la rentrée parlementaire s'est opérée ce lundi. Claude Kori-Kondiano, le candidat de la mouvance présidentielle, a été désigné président de l'Assemblée avec 64 voix contre 48 pour la candidate de l'opposition. Nous allons marquer une courte pause dans l'Africa Newsroom à suivre. Nos dossiers économie avec un zoom sur le chômage des jeunes en Afrique. Restez avec nous.